Là, nous avons la localisation de ce projet. La concession de la Falémé est située à presque 750 km par voie de chemin de fer de Dakar et 800 km par voie routière. La concession couvre à peu près 1100 km² et comporte la partie sud où il y a la plus grande concentration de minerais oxydés, la partie centre où l'on a du minerai magnétique, également du minerai oxydé, et la partie nord avec Karakayen et Kouroudiako où on a du minerai oxydé. La mine est à 110 km de la ville de Kédougou. Actuellement, l'accessibilité de cette zone est très facile. Par le passé, si on quittait Kédougou pour arriver dans cette zone à 7 h du matin, on y arrivait presque à 11 h. Maintenant, si on quitte 7 h du matin, à 9 h, 9 h 30, on peut arriver sur les lieux. Pour vous dire qu'une bonne partie de la route qui mène à ce site, à partir de Kédougou, est bitumée sur 70 km. Et l'autre partie avait été réhabilitée en utilisant beaucoup, comment dirais-je, la route a été bien faite, si bien que l'accessibilité est très facile. Slide, s'il vous plaît. Donc le projet comporte 4 composantes. Il y a une composante mine, une composante chemin de fer, une composante port minéralier et une composante unité sidérurgique. Peut-être que certains vont se poser des questions. Pourquoi chemin de fer? Pourquoi port minéralier? Plusieurs options ont été vues pour exploiter ces minerais de fer et plusieurs modes de transport. Par voie fluviale, par pipe, par des camions. Mais finalement, la voie de chemin de fer a été retenue parce que l'étude a montré que par voie de chemin de fer, le projet était beaucoup plus rentable. Et également, l'exploitation, le port minéralier à Bargny a été retenu du fait que Bargny se situe dans une zone qui est couverte, dans une zone qui est disponible presque, qui peut être disponible sur le plan de la navigabilité 330 jours sur 365 jours. Slide, s'il vous plaît. Les réserves. Nous avons dans cette zone des réserves prouvées. Maintenant, on va parler de réserves privées au minimum de 630 millions de tonnes. Parce que récemment, nous avons obtenu les rapports qui ont été réalisés par Kumba Ressources entre 2002 et 2007. Et ces rapports vont pour les réserves prouvées jusqu'à 694 millions de tonnes. Les 630 millions de tonnes minimum sont donc composés de 380 millions de tonnes d'hématite, 250 millions de tonnes de magnétite. Sur le plan sondage, c'est-à-dire les logs qui ont été réalisés, le sondage, les tranchées et tout ce qui a été réalisé, on est à peu près avec le BRGM qui a intervenu dans le projet pendant les années 80 à 3 km, à 30 km de sondage, 30 000 mètres de sondage. Avec Kumba Ressources, on est parti à 10 000 mètres de sondage, 10 km. Et avec ArcelorMittal, on est allé jusqu'à 43 000 mètres de sondage, 43 km. Et là, vous voyez la répartition de ces projets et les teneurs in situ. À Koudekourou, où on a la plus grande concentration de minerais de fer, on a 250 58 millions de tonnes, qui titrent à peu près entre 58 et 59% de fer in situ. La partie nord, Karakayen, Kouroudiako, avec Karakayen, 69 millions de tonnes à 56%, Kouroudiako, 42 millions de tonnes,
59% à peu près de teneur in situ. On a également d'autres gisements satellites, Kouroukobi, etc., qui comportent également du minerai hématitique. Pour également ajouter qu'il y a plusieurs sites dans ces zones qui n'ont pas fait l'objet de recherches poussées. Là, j'y arrive, je vais en parler de manière beaucoup plus détaillée dans les perspectives. Donc, dans cette zone, vous verrez dans certaines présentations qu'on parlerait même de 750 à 800 millions de tonnes. Mais avec les confidences que nous avons de nos amis de Cuba, je crois que dans cette zone, on pourra aller au-delà du milliard de tonnes. Hématite hématite et magnétite confondus. Slide, s'il vous plaît. Les qualités du minerai de fer. L'hématite, nous savons qu'on a une mine à ciel ouvert sur laquelle nous marchons sur le minerai. Le traitement est excessivement simple. C'est un traitement qui consiste, on vous l'a montré dans le film, à un concassage, un lavage, débourbage et une classification. Par simple concassage, lavage, débourbage, on peut obtenir deux types de minerais. Un minerai en morceaux, avec une granulométrie de 6,3 mm à 25 mm, et un minerai fin. C'est des films de synthétisation qui titrent 62% de minerai de fer, avec une granulométrie de 6,3 à 0,3 mm. Pour le minerai fin, nous serons compétitifs dans le marché mondial. Là, nous avons le minerai magnétique. Sur le slide passé, vous avez vu qu'une situ, on a 43% après traitement. Nous pouvons aller jusqu'à 67% de minerai de fer. Et là, cette magnétique est destinée à la pelletisation. Là, nous avons montré ici le camp de recherche de Bofeto pour vous dire que ce projet est très avancé en étude. Le camp qui est là est fonctionnel et les gens peuvent le visiter et sur place visiter la carothèque et tout. Et les innombrables informations dont nous disposons pour ce projet, notamment pour la partie géologique et minière. Slide, s'il vous plaît. Comme on vous l'a dit dans le film, pour développer ce projet, il fallait trois composantes. Pour la mine, donc, nous avons besoin d'un complexe minier qui comportera l'exploitation minière, c'est-à-dire la carrière, l'abattage minier, qui peut aller entre 12, 15 jusqu'à 20 millions de tonnes. On a l'usine de traitement qui consiste à un concassage, lavage, découpage très simple et des installations de manutention pour le minerai de fer, c'est-à-dire le traitement, la classification, le stockpiling, les reprises et les chargements des trains minéraliers. Nous avons également une centrale électrique de 20 MW. C'est une centrale thermique. Peut-être que certains vont se poser la question, puisqu'on a un barrage de retenue d'eau, pourquoi pas un barrage hydroélectrique. Les études ont été faites, mais on s'est rendu compte qu'il vaut mieux, comment dirais-je, une centrale thermique a été plus rentable avec du gaz qui fonctionnait avec du diesel oil, était plus rentable qu'une centrale électrique. Également, il y a des projets de barrage dans cette zone, tels que Samangalou. Je crois que présentement, et on en parlera dans les perspectives, on pourra également envisager de voir comment est-ce qu'on pourrait, comment dirais-je, voir dans le projet la fourniture d'énergie électrique. Mais à Samangalou, nous nous sommes rendus compte qu'il n'y a que 20 MW qui sont disponibles pour le moment, alors que nous, pour le projet, la partie, comment dirais-je, prolongements sociaux, c'est-à-dire les habitations, et la partie industrielle, il nous faut 20 MW. Peut-être qu'on pourra négocier avec eux, ça c'est les autorités qui vont le décider, pour voir comment est-ce que les villes minières et autres pourraient être fournies par rapport à cette centrale de Samangalou. On a un barrage d'eau dont je viens de parler qui peut faire jusqu'à 30 millions de mètres cubes, alors que pour l'unité industrielle en total, pour le minier hématitique, on n'a besoin que de 18 millions de mètres cubes par an.
Il y a également un bassin à stérile qui est situé derrière les collines pour les, comment dirais-je, les résidus de traitement, etc., les stériles, etc. Slide, s'il vous plaît. Là, nous arrivons maintenant à la partie ferroviaire. Nous avons reçu une bonne nouvelle du ministère des Infrastructures, en ce sens que quand nous avons commencé les études en 1980-81, on a envisagé de faire une ligne qui partirait de la Falémé jusqu'au port minéralier de Bargny. Mais entre-temps, les études ont montré qu'ailleurs, en l'occurrence au Brésil et en Afrique du Sud, les gens utilisaient une voie métrique pour transporter des tonnages qui étaient supérieurs à, comment dirais-je, les tonnages que devrait faire Falémé. Donc, les études se sont concentrées sur la réhabilitation de la partie qui concerne la Falémé, la partie métrique qui va jusqu'à Bamako, c'est-à-dire Bargny et Tambacounda. Et enfin, la construction d'une bretelle ferroviaire nouvelle de 311 km. Donc, depuis plusieurs années, on en parlait. Mais récemment, on a la confirmation au niveau du ministère des Infrastructures que cette bretelle, cette partie entre Bargny et Tambacounda, sera réhabilitée aux normes minières avec des rails de 54 kg et des poids à l'essieu, des charges à l'essieu qui peuvent aller jusqu'à 22 tonnes. Donc là, vous allez, comment dirais-je, avec moi, dire que vraiment c'est une épine qu'on nous enlève pour ce projet. En ce sens que, à peu près, les 75 à 80% de ce projet constituent des investissements en infrastructure. Si aujourd'hui, sur 750 km entre Falémé et Bargny, on y enlève 430 km, là, plus de la moitié du rail va sauter. Et là, il sera plus facile pour un opérateur minier de payer des droits de passage sur ce tronçon plutôt que de le développer lui-même. Parce que là, les acteurs miniers le savent, les opérateurs miniers ne sont pas chauds à développer des infrastructures. Donc pour revenir et redire qu'on a reçu une bonne nouvelle, que cette partie Dakar-Tambacounda va être réhabilitée très prochainement. Je crois que les gens du chemin de fer, ils sont là, ils pourront nous aider à rentrer de manière beaucoup plus détaillée dans ce sens par rapport à sa réhabilitation. Mais je dirais tout simplement que c'est une aubaine et une épine qui nous est enlevée du pied. Donc pour nous, il va nous rester tout simplement cette partie 211 km et la bretelle de 6 km. Nous y travaillons mi-ferso. Également, les ministères des infrastructures y travaillent. Donc on va, comment dirais-je, joindre nos efforts pour voir avec les partenaires potentiels, pour voir comment est-ce qu'on pourra développer cette partie rapidement et trouver des preneurs pour sa réalisation et respecter les délais qui sont retenus dans le PSE. Donc là, pour résumer, on va construire 311 km, utiliser cette réhabilitation et faire 6 km de nouvelles voies à Bargny. Mais vous allez voir qu'il y a une ligne ferroviaire qui partirait de la Falémé jusqu'à Bamako. Donc on a tenu compte pour ce projet d'autres ressources dans ces zones, d'autres ressources minérales dans ces zones, notamment au Mali et en Guinée. Vous savez que dans ces zones, il est très très difficile d'avoir des débouchés maritimes par ferroviaire, parce que c'est des zones, là, pour le Mali c'est très loin, mais pour la Guinée, c'est des zones forestières. Et construire un chemin de fer coûterait excessivement cher. Donc il serait plus facile de passer par le Sénégal plutôt que de construire une voie de chemin de fer qui partirait jusqu'au port de Kamsar et au sud. Donc on a tenu compte dans la réalisation de nos infrastructures ferroviaires et portuaires des ressources minérales des autres pays, Mali et Mauritanie. Mali éventuellement, Mauritanie également, on en a parlé. Donc on pourrait intéresser la Mauritanie, le Mali et la Guinée.
surtout la Mauritanie, avec cette bretelle-là, qui partirait des phosphates de Matam et qui comment dirais-je, qui rejoindra Tambacounda et qui fait à peu près 185 km. Là, c'est un récapitulatif des caractéristiques techniques que nous avons incluses directement, parce que nous les avons prises récemment au niveau du ministère des Infrastructures. Et ces caractéristiques étaient de loin meilleures que celles que nous avions dans nos anciennes études. Parce que dans nos anciennes études, on s'arrêtait sur des rails de 36 kg, là on va jusqu'à des rails comment dirais-je, de 54 kg, et là des poids à l'essieu de 22 tonnes. Je crois qu'ils se sont arrêtés à 22 tonnes, mais ils peuvent aller au-delà avec les rails de 54 kg. Si on sait que si on utilise notre fameuse formule empirique là, on sait qu'on peut aller au-delà des 25 tonnes à l'essieu. Et là, ça, c'est très intéressant. Parce que là, pour les gens qui ne le savent pas, l'intérêt ici, c'est que tant que la charge à l'essieu est élevée, vos investissements en matériel roulant, et pour les miniers, on sait que c'est les investissements en matériel roulant, les locomotives et les wagons qui coûtent cher. Donc si vous avez une charge à l'essieu qui est élevée, vous avez des rames qui sont donc courtes. Et là, vous investissez moins en matériel roulant et vous faire des économies d'échelle qui peuvent aller de 25 à 30%. Donc là, pour vous dire que les rails de 36 kg sont pour nous les bienvenus et vont contribuer drastiquement de manière considérable à la réduction de nos coûts d'investissement, notamment sur le plan du matériel roulant, locomotive et wagons. Pour la composante ferroviaire, 2 terminaux. Puisque Bargny est plus proche de Dakar, le port, on a prévu les grosses réparations et interventions au niveau de Bargny. Et au niveau de la mine à Koudékourou, on a prévu des interventions mineures ponctuelles pour les changements des wagons, etc., pour les locomanœuvres, etc. On essaie de montrer ici l'état actuel de la voie qui est là, qu'on doit réhabiliter aux normes minières et qui fait partie de la voie existante entre Tambacounda et Bargny, c'est-à-dire les 430 km dont j'ai parlé tantôt. Là, on a montré le point de départ du chemin de fer au niveau de la mine, tout simplement pour vous dire que pour ce chemin de fer-là, les 311 km, on était même allé jusqu'au document d'appel d'offres. Donc même les études d'exécution détaillées sont disponibles jusqu'au niveau du document d'appel d'offres. Aujourd'hui, qu'est-ce qui change? C'est les rails. Là où on devait mettre des rails de 36 kg, on va mettre maintenant des rails de 54 kg. Ils ont utilisé les mêmes traverses du bloc que nous. Ils ont utilisé les mêmes couches de ballast que nous. Et ils ont utilisé, je crois, le même nombre de traverses par kilomètre, 1600 traverses par kilomètre. Donc, par rapport aux études qui sont disponibles, les études d'exécution détaillées, il n'y a que le rail qui change. Pour vous dire, demain, si on s'accordait avec un investisseur sur cette partie, le commencement de la réalisation serait très facilité. Nous arrivons au port minéralier de Bargny. Pour ce port, pour l'exportation des gisements de fer, on a besoin d'équipements de déchargement des trains, d'équipements de stockage et de récupération des minerais de fer, c'est-à-dire de la reprise du minerai de fer, d'une station d'échantillonnage, parce que quand vous vendez à l'étranger, c'est ce qui sont dans le domaine de ça, vous devez échantillonner pour savoir ce que vous vendez. Pas que vous restez sur place et que le sud risque vous dire, vous m'avez vendu un minerai qui ne titre pas, vous m'avez dit 65%, je ne vois pas 65%. Donc il faut échantillonner avec des experts indépendants tels que Veritas du moins, etc., SGS, pour savoir ce que vous vendez et ce que le sud reçoit. Donc vous avez une station qui échantillonne le minerai de fer et vous dire que tel type de minerai a été vendu. Et s'il y a des litiges ou des problèmes, les experts indépendants, SGS, Veritas, etc., sont là pour départager. Il y a également les services centraux, c'est-à-dire les services techniques, les productions d'eau, d'énergie, etc. Mais si vous voyez ce plan-là, ce plan de masse du port minéralier, donc, pour lesquels on a toujours préféré l'appeler port minéralier et vraquier. Mais aujourd'hui, puisque l'option est de départager la partie minerai de fer
et la partie vrac, nous nous limitons uniquement à l'exportation du minerai de fer. On ne parle pas des autres vracs susceptibles d'être traités dans ce projet, le soufre, le phosphate et les autres produits, etc. Mais nous présentons ici pour dire qu'il y a matière également pour des opérateurs miniers de trouver également d'autres produits qui peuvent rentabiliser ce port. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Là, on a montré l'aire terrestre du port qui est quasi plate. Hein. Des constructions peuvent se faire très rapidement, il n'y a pas beaucoup de transport, il n'y a pas beaucoup de terrassement, il n'y a pas, comment dirais-je, beaucoup de travaux de génie civil qui doivent se faire pour pouvoir, comment dirais-je, être prêt à y installer des installations de manutention, etc., etc. Là, nous avons essayé de montrer ici, comment dirais-je, la coupe transversale de la passerelle. Là, si on doit faire ce qui nous intéresse aujourd'hui, nous, c'est ça. Avec une plateforme qui composerait uniquement d'une seule bande transporteuse pour transporter les minerais de fer jusqu'à 4,5 km et charger des navires. Mais néanmoins, si on fait un port vraquier, on pourrait également en parallèle utiliser d'autres convoyeurs pour pouvoir transporter les minerais de fer, pour pouvoir transporter d'autres produits, etc., etc. Ok. Là, on vous a parlé tantôt de la composante sidérurgique. Pour tout dire, pour ceux qui seront intéressés, on n'a pas des études vraiment de base, comme pour le chemin de fer, le port et la mine. Mais sachez qu'on a, comment dirais-je, émis l'option de pouvoir, à partir du minerai de fer, qui est d'excellente qualité, même si c'est sous forme de TSO, retenir une certaine partie pour pouvoir produire 2 à 3 millions de tonnes destinées à produire dans une seconde phase de l'acier et, comment dirais-je, qui pourrait être utilisé, commercialisé au niveau du Sénégal, in situ donc, localement, et au niveau de la sidérurgie qui disposerait de peu d'unités sidérurgiques. Là, nous arrivons au coût d'investissement. Pour la mine, nous avons à peu près un coût d'investissement qui est d'environ 700 millions de dollars, qui inclut l'abattage minier, les engins de dumping, le concassage primaire, les usines de traitement, la production d'eau, d'électricité, etc., jusqu'au chargement des wagons minéraliers. Nous avons un coût d'investissement des CAPEX qui s'élève à 700 millions de dollars. Pour le chemin de fer, je crois que nos amis du ministère des Infrastructures vont reconnaître leurs chiffres. Nous l'avons pris tout carrément, hein, pour dire que pour la construction d'une voie nouvelle, comment dirais-je, qui est voisine de la construction d'une voie, réhabiliter la voie existante et voisine de la réhabilitation de la voie existante et voisine de la construction de la voie nouvelle. Donc on a 2,13 millions de dollars au kilomètre pour les coûts de construction. Et là, pour le matériel roulant, les locomotives et les wagons et les locomotives, nous les évaluons actuellement à près de 350 millions de tonnes. Et là, pour le port, on évalue le port à 700 millions de dollars. Donc, c'est des coûts plus ou moins 20%.